Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG Week saison 3. On a passé le cap jusqu'à la saison 3, donc allez, champagne pour tout le monde. Imaginaire bien sûr, donc on va parler de la question de... Alors c'est écrit moralité, mais je sais pas si on parle du moral dans le sens où je pense que c'est. Du coup, comme c'était une longue question, je me suis dit que c'était plutôt intéressant de le faire en version longue directement. C'est parti, moralité, question de création création monde imaginaire. Utilisez-vous des règles de morale, de peur ou de panique dans vos jeux ou préférez-vous laisser ces réactions entièrement aux joueurs? Et le truc, c'est qu'il y a une anecdote, mais l'anecdote, on dirait que ça a été écrit au portable, donc du coup, il y a des fautes qui nous fait galérer un peu. Donc, on va faire une petite pause et ensuite, je vais essayer de synthétiser. Ok? On fait ça. Donc, en fait, l'exemple qui a été donné, c'est lié au fait qu'il y a une partie où deux personnes étaient vraiment dans un sale état et que les trois, ils étaient au bord du désespoir. Ou si ce n'est pas l'inverse, je pense que c'est plus l'inverse, et que entre la perception que les joueurs avaient du traitement du moral, parce que eux ils étaient totalement désespérés, et les joueurs, les personnages joueurs, eux, n'étaient pas dans cette condition, et parce qu'ils ont persévéré, ça a fait que l'histoire a pris une tournure héroïque. Donc on parle du moral dans le sens où je vais plus parler de bravo, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est pas la moralité de personnage qui est prise en compte, mais plutôt, on va dire, leur résilience psychologique. Donc, est-ce que j'utilise des règles de morale, de peur ou de panique dans mes jeux? La réponse est oui. Le W système de luxe que j'utilise une fois de temps en temps, je l'utilise avec l'entièreté des règles optionnelles. Donc, ça veut dire que les règles de morale, de taux de terreur, de peur, tout ça sont pris en compte. Dans le jeu de rôle que je prépare, dans les premières versions, il y avait déjà une considération selon laquelle les personnages non joueurs, en fonction du nombre d'adversaires qui ont été battus dans le premier round, étaient déterminants parce que ça veut dire que d'autres potentiels sbires ou nuées ou encore unités, s'il y avait des combats à grande échelle, puissent prendre la fuite. La notion de la peur, de la terreur, du moral est quelque chose qui est important, mais je pense que si je dois me baser sur mon observation, c'est que les personnages joueurs ne devraient pas être soumis au même test de ce genre de morale-là par rapport aux PNJ. Ou si tu as des PNJ alliés, leur morale doit être alignée sur, on va dire, les conditions dans lesquelles sont passés les personnages joueurs. Pourquoi je pense ça? C'est parce qu'en fait, ça serait très facile de faire un test et que la RNG joue contre les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs ratent leur test parce que le modificateur de morale n'est pas bon, qui serait peut-être la volonté dans ce cas de figure, tout en sachant que la volonté a de nombreux sens et de nombreuses manières de faire. Ce qui fait que, par exemple, dans le jeu que je suis en train de préparer, j'ai mis une caractéristique secondaire qui est une valeur qui bouge en fait, qui est la caractéristique de bravoure. Si tu mets la bravoure de quelqu'un à 0, il est considéré comme il a abandonné ou il va fuir sans discontinuer en quittant le théâtre des conflits. C'est comme ça que j'appelle les choses concernant en fait les affrontements. Et ce que ça m'a montré au travers des expériences que j'ai eues, c'est que dans ma façon d'aborder aussi le jeu de rôle que je fais, c'est qu'il y a toujours eu une esthétique animée derrière. C'est indissociable. Ce qui fait que, par exemple, imaginez que vous avez des personnages qui sont forts, un monde avec des personnages qui peuvent vous surpasser, que vous ne pouvez jamais totalement contrer. Il n'existe pas une règle selon laquelle, en fait, quelqu'un va devenir tellement puissant qu'il va tout avoir. Et c'est une philosophie que j'entends garder dans tous les systèmes que je fais jouer. C'est-à-dire qu'il y a forcément un truc qui va pouvoir contrer un certain aspect. Le fait est que quand tu joues à des systèmes D20 ou à des systèmes décents, les systèmes décents comme par exemple les Warhammer ou encore Brigandine, qui en est une version plus évoluée, la notion du moral est bel et bien prise en compte. Et je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien fait parce que dans les jeux où il y a une notion de morale,
Il peut aussi y avoir, dans une certaine dureté du scénario, une notion du nombre qui est plutôt fort. Et ça, c'est un truc que je vois en passerelle commune entre Warhammer et Brigandine. Et de l'autre côté, par exemple, un jeu qui est simili-système d'Eva, même si c'est du 3D6, c'est du simili-système d'Eva, qui est le système Age. Le système Age, il y a un modificateur, il y a une proficiency qui est le moral et qui peut s'utiliser si jamais tu gères des règles de bataille à grande échelle. Il y a le livre du compagnon de Modern Age et de Fantasy Age qui permet de traiter ce genre de règles-là. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez un personnage joueur qui, en fait, malgré le fait que ce soit un personnage qui pourrait être dans le commun des mortels, il vaut mieux que vous mettiez un score ou un jet qui puisse permettre en fait d'avoir une notion de morale ou de peur ou de terreur, pour la simple et bonne raison que si jamais vous le laissez dans les mains des joueurs, les joueurs peuvent l'oublier, vous pouvez l'oublier, et si jamais en fait la RNG joue contre vous, donc c'est-à-dire les probabilités, ben, à ce moment-là, c'est à vous d'essayer d'établir les règles. Par exemple, imaginons que vous voulez mettre des règles de terreur, vous pouvez être amené à penser à un truc du style 10 de difficulté, 9 pour les systèmes Edge par exemple, plus des éléments qui vont venir ajouter à la peur. Sauf que je comprends pourquoi des gens auraient du mal à insérer ce genre de règles, parce que ça veut dire que vous allez, en gros, micro-gérer une scène pour en fait arriver à un stade de action-conséquence, action-conséquence, action-conséquence entre des affrontements, et à un moment donné, un personnage tombe, un personnage meurt, un personnage tombe inconscient, un personnage est effrayé, un personnage je prends le champ de bataille, et à ce moment-là, on va te dire, ouais, regarde tout ce qui s'est passé dans un round, est-ce que tu veux gérer ça? Alors, croyez-moi, c'est très facile, et encore, ça prend du temps dans les wargames de faire ça, c'est-à-dire de faire un test de morale pour savoir s'il n'y a pas des personnages qui se barrent, mais venir rajouter ça peut être d'une certaine lourdeur. C'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que la bravoure, le moral de quelqu'un devrait se quantifier en chiffres et devrait en fait venir ajouter certains éléments pour ça. C'est pour ça que par exemple la manière dont moi je gérais les trucs par défaut, on va dire de manière universelle, c'est que en fonction du nombre d'adversaires battus en un court laps de temps, ça va susciter une réaction. Par exemple, imaginons que vous avez un groupe qui est composé de 12 personnes. Votre rang, de votre côté à vous, vous êtes 4, c'est-à-dire vous avez votre team entière, plus vous avez potentiellement 2-3 alliés. Donc dans le cas, ils sont à 12, dans l'autre cas, vous êtes 8. Ah ben, ce qui va se passer, c'est que par exemple, imaginez que vous soyez un mage et vous avez lancé une attaque de zone qui est dévastatrice avec un succès critique, et que sur les 12, vous en avez fait tomber 4 d'un coup ou plus, et qu'en plus de ça, la manière dont l'horreur se dessine, l'horreur ou la peur, si on parle de bravoure et de peur et d'horreur, l'horreur qui se dessine, que par exemple quelqu'un lance une espèce de torrent de magma et que finalement les personnages meurent, et en plus de ça ils meurent pétrifiés, debout, avec la lave qui les fige comme des statuettes, on va dire des statuettes bouées d'horreur, ça peut déjà être un élément qui va en plus magnifier l'horreur sur un certain point. Et à ce moment-là, les personnages sont amenés à faire un test de volonté pour savoir s'ils vont tenir le coup. Mais les deux façons de faire ne se contredisent pas. C'est-à-dire faire un score de bravoure pour pouvoir gérer les choses, ou faire en sorte qu'il y ait des éléments modificateurs qui te disent là c'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'en court laps de temps, en quelques actions, la situation s'est renversée. C'est un truc que je vois, que j'ai vu dans de nombreux, pas des STR, mais dans de nombreux jeux que j'ai joués, donc notamment des jeux tactical. Après, il y a une espèce de barre, imaginez vous avez une barre du champ de bataille, et puis il y a un camp par rapport à l'autre. Et puis vous imaginez que tout d'un coup, bim, on est au-dessus de la moitié en rapport de réussite.
vous jouez dans un jeu qui soit terre à terre ou on va dire très haut en couleur, voir plusieurs adversaires tomber, en partant aussi de la mentalité que les unités ont, ça peut donner des résultats différents. Imaginons que par exemple vous êtes dans un truc de culture nordique avec des adversaires qui sont plus ou moins des berserkers, qui sont très peu vêtus et qui sont prêts à se jeter sur le champ de bataille. Au contraire, savoir que plusieurs adversaires tombent, ça va leur pousser à se donner le meilleur d'eux-mêmes tout de suite et les faire rentrer en furie. Donc c'est une alchimie entre, moi je pense que le truc le plus optimal c'est une alchimie entre regarder un petit peu comment ça se passe, avoir un score de bravo si vous voulez en mettre, ou vous basez sur le modificateur de volonté, mais à ce moment-là si vous êtes sur le système des 20, je vous préviens déjà, les gens investissent des fois dans la progression de volonté. Je parle des gens qui créent les archétypes en partant du principe que la volonté c'est fait pour contrer les sorts, mais pour les trucs psychologiques, bien qu'ils soient là, il y a quand même 2-3 variations, je me dirais, n'hésitez pas à ajuster les rôles et les tables de sauvegarde en conséquence. Voilà. Donc pour moi, oui, j'utilise très clairement ces règles, et de toutes les façons, dites-vous bien un truc, moi j'aime bien quand mes règles sont expressives, sont évocatrices. J'aime bien quand mes règles sont évocatrices, qu'elles mettent en valeur un certain rapport, on va dire, de vraisemblance dans le monde, et qu'en plus de ça, j'aime mes combats plutôt courts. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Évidemment, je pense que ça fait quand même pas mal de détails à rajouter, mais on pose la question, est-ce que j'utilise des règles de morale, de peur ou de panique? Oui, et le laisser entièrement aux joueurs, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que je pense que, alors, ça peut varier d'un setting à l'autre et d'un jeu de rôle à l'autre. Donc vous m'excuserez d'une fois de plus pointer les jeux en système des 20, ou les systèmes des 20, ou les systèmes des 20 tout court, où il y a un rapport où les joueurs ont une espèce de préjugé sur la nature de leur personnage, où ils sont déjà considérés comme des héros sans peur, sans reproche, qui sont capables de grandes prouesses et qui ont un background de 10 pages qui racontent qu'ils ont fait beaucoup de trucs et qui restent au niveau 1. Voilà, c'est un petit tacle, mais je pense que vous avez compris où je vais en venir. La manière dont les gens pensent leur personnage peut être contredit par le jeu. Et de la même manière aussi qu'il y a des joueurs qui, alors on va pas parler de psychologie de comptoir à ce niveau-là, qui peuvent avoir des fois des problèmes de complexe du fait que par exemple ils n'aiment pas échouer. C'est-à-dire il y a des gens qui jouent au jeu de rôle, mais ils n'aiment pas échouer au test. Si vous arrivez à les identifier, moi je vous dis surveillez-les, il y a des risques de triche. Donc non, moi je ne laisse pas ça à la main des joueurs. Par contre, on pourrait se poser la question, oui, mais Gigi, tu as parlé du fait de modifier l'étape de sauvegarde si besoin pour les rôles de simili-système d'Eva. Est-ce que c'est obligatoire? Alors, je ne pense pas que ce soit obligatoire, mais je dirais qu'il faudra quand même essayer d'éponger les possibles cas où tu sens que c'est quand même à sens unique. Par exemple, un guerrier qui a un score de morale, une sauvegarde de morale basse, c'est pas normal en fait. Un guerrier, il est confronté à des exercices, à de l'entraînement, à de la résilience, au fait que, par exemple, quand il combat au contact, qu'au contact, parer et esquiver, ou encaisser un coup volontairement, c'est pas forcément la même chose. Dans Donjons et Dragons, la parade et l'esquive, c'est plus ou moins la même chose. Mais dans les jeux de rôle en général, ou même dans la perception de comment on voit la chose, même s'il y a certains arts martiaux avec des armes européennes qui viendront de dire que parier et esquiver c'est la même chose, c'est se mettre hors du danger. Je pense qu'il y a quand même un truc où quand tu esquives totalement un coup, plutôt que de laisser quelqu'un frapper ton bouclier et que l'onde de choc vient par engloutir un peu ton bras parce qu'il y a mis un peu de force, ça fait la différence, c'est pas la même chose. Donc, par exemple, un guerrier qui a un moral bas dans ce système des 20,
c'est possible, mais je trouve que ça ne fait pas sens. Pour vérifier ça, on va voir ça ensemble. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais le prendre par exemple le livre de base de True20, qui est mon élément de référence, puisque le système, bon, on va pas se mentir, la 5e édition, c'est plus ou moins un 3.5 en plus léger. Donc ça va pas me contredire trop là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que je le bascule en PDF et lecture? Voilà. Donc regardez par exemple. Là, vous avez l'adepte. L'adepte n'a pas de modificateur de fortitude, donc de vigueur ou de réflexe, mais il a 2 en volonté. Par contre, le guerrier, il n'a pas de score de volonté. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des désignations qui sont datées dans les jeux à la Donjons et Dragons, et que certaines choses veulent dire autre chose que dans le réel. Donc méfiez-vous énormément là-dessus, surtout que par exemple là l'expert c'est différent, c'est juste que tu décides où tu décides de mettre tes sauvegardes. Donc là tu vois l'expert il est beaucoup plus libre et il est beaucoup plus rafraîchissant que pas mal de rôles, on va dire, social furtif qu'on voit dans les systèmes 3.5. Mais le guerrier qui n'a pas de volonté, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est pour ça que je pense pas que ce soit obligatoire, mais je pense qu'il faut toujours essayer de compenser, comme par exemple, je sais pas moi, un guerrier qui doit faire un test de morale et qui voit encore 2-3 alliés à ses côtés devrait avoir un petit bonus là-dessus. C'est un bon moyen de compenser sans avoir à remodifier les tables telles que convenu. Voilà. Donc voici ce que j'avais à dire sur le sujet, en souhaitant que ça vous ait plu et que j'ai répondu à la question. On se retrouve très vite pour le RPGOX saison 3 numéro 2. À la prochaine fois. Salut à tous.